Rends les clés et sors, m'a ordonné mon père. La maison appartenait désormais à la famille. J'ai obéi sans un mot. Le lendemain matin, leur surprise fut totale quand la banque les a appelés pour le transfert de l'hypothèque de 890 000 €. Je m'appelle Amélie Dubois, j'ai 32 ans, et il y a 3 ans, j'ai acheté ma première maison, une modeste mais magnifique demeure avec 2 chambres qui représentaient tout ce pour quoi j'avais travaillé. Dimanche dernier, j'ai invité mes parents à dîner pour fêter ma promotion. Je ne m'attendais pas à ce que mon père se lève après le dessert, le visage froid comme la pierre, et exige les clés de ma maison. Cette maison appartient désormais à la famille, a-t-il déclaré, tandis que ma mère hochait la tête, confuse. Blessée et confuse, j'ai posé les clés sur la table et je suis parti sans un mot. Le lendemain matin, lorsque l'organisme de crédit immobilier a appelé, tout a changé. Grandir chez les Dubois signifiait vivre selon des règles strictes. Mes parents, Richard et Marguerite Dubois, contrôlaient pratiquement tous les aspects de ma vie, des amis que je pouvais avoir aux vêtements que je portais. Ils appelaient ça de la protection. Mais en grandissant, j'ai reconnu ce que c'était vraiment, du contrôle. Malgré leur nature autoritaire, je croyais qu'ils m'aimaient et voulaient ce qu'il y avait de mieux pour moi. Je pensais simplement que leur méthode était dépassée et extrême. Après le lycée, je me suis battu pour mon indépendance. Alors qu'ils insistaient pour que j'aille à l'IUT local et que je vive à la maison, j'ai postulé pour des bourses dans leur dos. Lorsque la lettre d'acceptation d'une grande université est arrivée avec une bourse d'excellence complète, ils n'ont rien pu dire face à une éducation gratuite, bien qu'ils aient clairement montré leur déception. Ces 4 années loin d'eux m'ont transformé. J'ai découvert mon aptitude pour la finance et ma passion pour aider les autres à gérer leur argent de manière responsable. Ma carrière dans le conseil financier a commencé par un poste de débutante au cabinet financier Chevalier. Je travaillais des heures incroyables, prenais des projets supplémentaires et obtenais certification après certification. À 29 ans, j'avais triplé mon salaire de départ et économisé assez pour un apport pour ma propre maison. Mes parents m'ont suggéré d'acheter un appartement dans leur quartier, ou mieux encore, de construire une extension à leur maison. Lorsque j'ai acheté ma maison de caractère en pierre meulière de l'autre côté de la ville, ils ont à peine masqué leur désapprobation. C'est une trop grande maison pour une seule personne, a dit mon père lors de la pendaison de crémaillère. Tu gaspilles de l'argent dans de l'espace supplémentaire, a ajouté ma mère, refusant d'admirer le parquet que j'avais poncé et vitrifié moi-même. Cette maison représentait tout pour moi. La liberté, l'accomplissement, la sécurité. J'avais passé des week-ends à peindre les murs, à installer des ventilateurs de plafond et à créer un bureau où je travaillais souvent tard dans la nuit. Le jardin est devenu mon sanctuaire, la cuisine, mon espace créatif. Chaque recoin avait une signification. Ce n'était pas seulement une propriété. C'était la manifestation physique de la rupture avec des schémas générationnels de dépendance. Récemment, j'avais obtenu une promotion importante au poste de consultante senior, avec une augmentation substantielle et la chance de créer mon propre portefeuille de clients. Après 5 ans à regarder mes collègues plus âgés prendre des vacances en famille pendant que je m'occupais de leurs clients, j'atteignais enfin le niveau supérieur. Le dîner de célébration était censé marquer cette étape. Avec le recul, j'aurais dû remarquer les signes avant-coureurs. Les questions de mon père sur mon prêt immobilier étaient devenues de plus en plus précises. Quelle banque détient ton prêt? Est-ce sur 15 ou 30 ans? As-tu renégocié avec les taux bas actuels? À l'époque, je pensais qu'ils faisaient la conversation ou qu'ils envisageaient peut-être de renégocier leur propre prêt. Le comportement de ma mère avait aussi changé. Elle a commencé à demander de stocker des objets de famille chez moi, prétendant que leur grenier était trop humide. Ceci devrait rester dans la famille, disait-elle en arrangeant de vieux cadres photos sur ma cheminée, comme si ma maison était une extension de la leur. J'avais été généreuse avec mes parents au fil des ans. Quand ils ont mentionné avoir des difficultés avec les impôts fonciers, j'ai envoyé des chèques. Quand leur chaudière est tombée en panne l'hiver dernier, j'ai couvert la moitié du coût de remplacement. Je n'ai jamais demandé de remboursement. C'était la famille, après tout. Mon frère Romain, de 2 ans mon cadet, était toujours fermement du côté de mes parents. En tant qu'artisan vivant encore dans un appartement au-dessus du garage de mes parents, il entretenait une relation symbiotique avec eux. Il lui fournissait un logement bon marché. Il s'occupait des réparations de la maison et renforçait leur vision du monde. Contrairement à moi, Romain ne contestait jamais leur autorité ni ne remettait en question leurs décisions. Dans les désaccords familiaux, il se rangeait invariablement de leur côté,
me rappelant souvent à quel point nos parents s'étaient sacrifiés. Ma meilleure amie, Sophie, m'avait prévenu d'innombrables fois. Tes parents ne veulent pas que tu réussisses mieux qu'eux, m'avait-elle dit après qu'ils aient minimisé mon enthousiasme pour ma promotion. Ils parlent de loyauté familiale, mais ils s'en servent pour te maintenir redevable envers eux. J'avais écarté ses inquiétudes, les jugeant trop dramatiques, lui assurant que malgré leurs défauts, mes parents voulaient finalement que je m'épanouisse. Fais-moi confiance, lui avais-je dit, ils sont juste de la vieille école. Ils changeront d'avis quand ils verront à quel point ma carrière devient stable. Sophie avait simplement secoué la tête. J'espère que tu as raison, mais fais attention à ce que tu partages avec eux. L'information, c'est le pouvoir, et ils ont passé toute ta vie à maintenir leur pouvoir sur toi. J'aurais dû écouter plus attentivement Sophie. J'aurais dû me demander pourquoi ma mère insistait pour avoir un double des clés en cas d'urgence. J'aurais dû m'étonner que mon père veuille soudainement examiner mon contrat d'assurance habitation pour s'assurer que tu as un bon tarif. Les signes étaient là, mais j'étais aveuglé par la conviction que la famille ne vous trahirait jamais vraiment. Comme j'avais tort. J'ai passé toute la journée à préparer ce dîner du dimanche. J'ai fait mariner un rôti de bœuf, le plat préféré de mon père, et préparé un gratin dauphinois bien crémeux, comme ma mère l'aimait. J'ai même fait une tarte tatin maison en utilisant la recette de ma grand-mère. La table de la salle à manger était dressée avec la belle porcelaine que j'utilisais rarement. Des bougies étaient allumées et une bonne bouteille de Bordeaux décantait sur le comptoir. Ce dîner représentait plus qu'une simple célébration de ma promotion. C'était ma tentative de montrer à mes parents que j'avais vraiment réussi. Peut-être qu'enfin, ils me verraient comme une adulte accomplie digne de leur respect, plutôt que comme l'enfant qu'ils essayaient encore de diriger et de contrôler. Vers 17 heures, la sonnette a retenti. J'ai lissé ma robe, pris une profonde inspiration et ouvert la porte avec un grand sourire. Mon sourire s'est effacé quand j'ai vu non seulement mes parents, mais aussi mon frère Romain sur le perron. « J'espère que ça ne te dérange pas », a dit ma mère, entrant déjà sans attendre de réponse. Romain n'avait rien de prévu ce soir, alors nous l'avons emmené. Bien sûr que non, ai-je menti, calculant rapidement si j'avais assez de nourriture pour une personne de plus. Plus on est de fous, plus on rit. Mon père m'a tendu une bouteille de vin bon marché, du genre qu'on trouve à la caisse du supermarché. J'ai apporté ton préféré, a-t-il dit, bien que ça n'ait jamais été mon préféré. Pendant l'apéritif, la conversation est restée superficielle. Ma mère a commenté les nouveaux rideaux du salon, me demandant où je les avais achetés et combien ils avaient coûté. Mon père a inspecté la nouvelle crédence que j'avais installée dans la cuisine, soulignant une petite zone où le joint était inégal. Romain parlait peu, vérifiant constamment son téléphone et souriant à des textos. En servant le plat principal, j'ai décidé qu'il était temps de partager ma nouvelle. Je voulais vous annoncer en personne la raison de ce dîner, ai-je commencé en remplissant leur verre de vin. J'ai été promu consultante senior chez Chevalier. Cela vient avec une augmentation significative, mon propre bureau et la possibilité de créer ma propre liste de clients. Le silence qui a suivi a duré un temps de trop avant que ma mère ne dise « C'est bien, ma chérie. Devras-tu travailler plus d'heures ?» Cela ne semble pas très sain. Mon père a mâché son bœuf consciencieusement avant de demander « De combien seras-tu augmenté ?» Quand je le lui ai dit, ses sourcils se sont légèrement haussés et il a échangé un rapide regard avec ma mère. « Eh bien, tant mieux pour toi, a-t-il finalement dit. Il était temps qu'ils reconnaissent ton travail. Romain a légèrement ricané. Ça doit être agréable de rester assis dans un bureau toute la journée pour ce genre d'argent. J'ai senti la déception familière s'installer dans mon estomac, mais je l'ai repoussée. Je suis vraiment excité par les opportunités. J'ai travaillé très dur pour ça. Oui, tu as toujours été concentré sur ta carrière, a dit ma mère d'un ton qui faisait passer cela pour un défaut de caractère. Le repas s'est poursuivi avec une conversation étrange. Mes parents ont posé peu de questions sur ma promotion, mais ont passé 15 minutes à discuter du récent chantier de rénovation de salle de bain de Romain pour un restaurant local. J'ai remarqué que mon père regardait sa montre à plusieurs reprises alors que nous passions au dessert. Alors que je servais le café avec la tarte tatin, mon père s'est soudainement redressé, son comportement changeant radicalement. « Amélie, dit-il d'une voix étrangement formelle. Ta mère et moi avons réfléchi à ta situation. » Ma situation, ai-je demandé, sincèrement confuse. Il a hoché la tête, posant sa fourchette avec soin. Cette maison. C'est trop pour toi, et franchement, elle devrait profiter à toute la famille.
Ma tasse de café s'est figée à mi-chemin de mes lèvres. De quoi parles-tu? Nous en avons longuement discuté, a ajouté ma mère. En tant que tes parents, nous avons tout investi en toi. Ton éducation, ton épanouissement, toutes les opportunités que tu as eues. Le succès que tu connais est le résultat direct de notre investissement. Romain hochait la tête en signe d'approbation, un petit sourire aux lèvres. Ta maison, a poursuivi mon père, est essentiellement le fruit d'un investissement familial. Nous avons décidé qu'il est temps de le reconnaître officiellement. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire exactement, ai-je demandé, ma voix à peine audible. Le visage de mon père s'est durci. Nous disons que cette maison appartient désormais à la famille. Ta mère et moi allons emménager, et Romain s'occupera des rénovations que nous avons prévues. Romain s'est penché en avant. Je pense qu'on va commencer par abattre ce mur entre la cuisine et la salle à manger. Pour ouvrir l'espace. Maman a toujours voulu un concept ouvert. J'ai regardé chaque visage, attendant que quelqu'un éclate de rire pour révéler que ce n'était qu'une blague élaborée, bien que cruelle, mais leurs expressions sont restées sérieuses, voire expectatives. C'est ma maison, dis-je lentement. Je l'ai achetée avec mon argent. Mon nom est sur l'acte de propriété et sur le prêt immobilier. Des détails, a balayé mon père d'un geste dédaigneux. Nous sommes une famille. Ce qui est à toi est à nous. C'est comme ça que ça marche. Non, dis-je, ma voix plus forte maintenant. Ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai acheté cette maison. Je paie le prêt. C'est la mienne. Le visage de ma mère a pris l'expression déçue qu'elle avait perfectionnée pendant des décennies. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses. Avec de l'égoïsme. De l'égoïsme, ai-je répété, incrédule. En quoi posséder ce que j'ai payé est-il égoïste? Laisse tes clés et sors, a exigé mon père, sa voix montant. Cette maison appartient désormais à la famille. Ma mère a hoché la tête en signe d'accord, les lèvres pincées. Vous ne pouvez pas être sérieux, ai-je chuchoté. On ne peut plus sérieux, a répondu mon père. Nous te donnons une semaine pour retirer tes affaires personnelles. Romain supervisera pour s'assurer que tu ne prends rien qui devrait rester avec la maison. J'avais l'impression d'être entré dans une réalité alternative. Ces gens, ma famille, discutaient calmement de voler ma maison, agissant comme s'ils en avaient tout à fait le droit. Le choc m'a rendu momentanément sans voix. Dans ce moment de silence stupéfait, mon père a tendu la main. Les clés. À cet instant, quelque chose en moi est devenu très calme et silencieux. Sans un mot, j'ai sorti les clés de ma maison de mon sac à main, je les ai posées sur la table et je me suis levé. Je n'ai pris que mon téléphone, mon portefeuille et les clés de ma voiture. Tu le regretteras, a crié mon père alors que je me dirigeais vers la porte. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé la porte derrière moi, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Sophie de l'autre côté de la ville, les larmes brouillant ma vision tout le long du trajet. Ils ont perdu la tête, a déclaré Sophie après que je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il te faut un avocat dès demain matin. Ce sont mes parents, ai-je dit faiblement. Il doit y avoir un malentendu. Sophie m'a attrapé les épaules. Amélie, écoute-moi. Ils viennent d'essayer de te voler ta maison. Ce n'est pas un malentendu. C'est un crime. Allongé éveillé sur le canapé de Sophie cette nuit-là, j'ai repassé la conversation du dîner en boucle. Leur avais-je, d'une manière ou d'une autre, donné l'impression que la maison était un investissement familial? Avais-je manqué quelque chose de crucial dans notre relation qui pourrait expliquer ce comportement bizarre? Peu importe comment j'analysais la situation, je ne parvenais pas à comprendre ce qui s'était passé. Je ne savais pas encore que la véritable étendue de leur trahison deviendrait claire avec l'appel téléphonique du lendemain. Je me suis réveillé sur le canapé de Sophie, désorienté et émotionnellement épuisé. Pendant quelques secondes de bonheur, je ne me suis pas souvenu pourquoi j'étais là. Puis les souvenirs ont afflué. Les yeux froids de mon père. Le hochement de tête suffisant de ma mère. Les plans arrogants de mon frère pour rénover ma maison. Ma maison. Sophie était déjà partie travailler, me laissant un moment encourageant à manger quelque chose et à appeler un avocat. Je parcourais une liste d'avocats spécialisés en droit immobilier quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô, Amélie Dubois à l'appareil, ai-je répondu, ma voix encore rauque d'avoir pleuré. Mademoiselle Dubois, ici David Hébert du Crédit Immobilier de l'Ouest,
a répondu une voix professionnelle. Je vous appelle au sujet d'une activité inhabituelle sur votre compte de prêt immobilier. Mon estomac s'est noué. Quel genre d'activité? Quelqu'un a tenté de modifier les informations de contact sur votre compte hier après-midi. Ils se sont également renseignés sur l'ajout de co-emprunteurs au prêt existant. Notre système l'a signalé comme suspect car la demande n'est pas passée par notre portail sécurisé. Hier après-midi, pendant que je préparais leur dîner, mes parents essayaient de détourner mon prêt immobilier. Les individus ont prétendu être copropriétaires du bien, a poursuivi David, mais nos dossiers indiquent que vous êtes la seule propriétaire et emprunteuse. Je voulais vérifier cette information directement avec vous. Vous avez raison, ai-je confirmé, mon esprit tournant à toute vitesse. Je suis la seule propriétaire. Qui a exactement essayé de faire ces changements? Un certain Richard et une certaine Marguerite Dubois. Ils ont fourni certaines de vos informations personnelles, y compris votre numéro de sécurité sociale, c'est pourquoi le dossier m'a été transmis au lieu d'être immédiatement refusé. Ils avaient mon numéro de sécurité sociale. Bien sûr qu'ils l'avaient. C'étaient mes parents. Ils avaient probablement encore mon acte de naissance et d'autres documents de mon enfance. Mademoiselle Dubois, autorisez-vous ces personnes à accéder à vos informations de prêt? Absolument pas, ai-je dit fermement. Ils n'ont aucun droit sur mon compte ou ma propriété. Je comprends. Je vais immédiatement mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires sur votre compte. Vous devriez envisager de contacter les forces de l'ordre si quelqu'un tente d'accéder frauduleusement à vos informations financières. Après avoir raccroché, je suis restée assise, immobile, sur le canapé de Sophie. La réalité de la situation s'imposait à moi. Ce n'était pas un malentendu ou un étrange jeu de pouvoir. Mes parents avaient activement tenté de prendre le contrôle de mon prêt par la tromperie. La trahison me blessait plus profondément que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai appelé le numéro non urgent du commissariat local et j'ai expliqué la situation. L'agent a demandé si mes parents avaient toujours les clés de la propriété. Oui, ai-je admis. Je les ai laissés là-bas hier soir quand ils m'ont dit de partir. Vous devriez peut-être rencontrer des agents à votre domicile pour vérifier si quelqu'un y est entré sans autorisation, a-t-il suggéré. Nous pouvons documenter toute effraction potentielle ou occupation non autorisée. 2 heures plus tard, je me tenais sur mon propre perron avec 2 policiers, utilisant le double des clés de ma voiture que Sophie avait pour accéder à la clé d'urgence cachée dans une boîte magnétique sous l'aile. Mes mains tremblaient en déverrouillant la porte. La maison était vide, mais des signes de la présence de mes parents subsistaient. Les assiettes du dîner étaient encore sur la table, maintenant incrustées de nourriture séchée. Les clés de ma maison avaient disparu de l'endroit où je les avais laissées. Une inspection rapide n'a révélé aucun objet manifestement manquant, mais certains tiroirs de mon bureau étaient légèrement ouverts. Je voudrais documenter que quelqu'un a été dans votre maison et a potentiellement accédé à vos informations personnelles, a déclaré l'agent Rodriguez, prenant des notes dans son rapport. Je vous recommande vivement de changer vos serrures aujourd'hui. Elle me tendait sa carte lorsque mon téléphone a de nouveau sonné. C'était un cabinet d'avocat local. Est-ce bien Amélie Dubois? Ici Barbara Morin du cabinet Morin et Associés. Votre amie Sophie m'a demandé de vous appeler au sujet d'un litige immobilier. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le bureau de Maître Morin, entourée de livres de droit et de diplômes encadrés. Elle avait la cinquantaine, des yeux vifs et une attitude pragmatique qui m'a immédiatement mise à l'aise. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, a-t-elle dit après avoir entendu mon histoire. Vos parents ont exigé les clés de votre maison, ont revendiqué votre propriété comme un bien familial et ont tenté de modifier les informations de votre prêt immobilier sans votre connaissance ni votre consentement. Oui, ai-je confirmé, ayant encore du mal à y croire moi-même. Et vous avez vérifié que vous êtes la seule propriétaire sur tous les documents, pas de co-signataire sur le prêt, pas de contribution financière de la part de membres de la famille pour l'apport? Aucune. J'ai économisé moi-même pour l'apport. Chaque mensualité de prêt est venue de mon compte depuis 3 ans. Maître Morin a hoché la tête en prenant des notes. Avec votre permission, j'aimerais lancer une vérification complète des antécédents de vos parents. S'ils ont déjà tenté ce type de fraude, cela pourrait renforcer tout dossier que nous construirions. Je n'ai hésité qu'un instant avant d'accepter. En moins de 30 minutes, l'enquêteur de Maître Morin avait compilé un rapport troublant. Vos parents ont des problèmes financiers importants, a expliqué Maître Morin en examinant les informations. 3 cartes de crédit en recouvrement, un contentieux fiscal datant de 2 ans,
et il semble qu'ils aient récemment contracté une deuxième hypothèque sur leur propre maison. Ils sont financièrement sous l'eau. La situation est devenue douloureusement claire. Mes parents n'étaient pas seulement contrôlants. Ils étaient désespérés. Ma récente promotion et mon augmentation les avaient probablement convaincus que je pouvais résoudre leurs problèmes financiers en prenant ma maison. Ce qui est le plus inquiétant, a poursuivi Maître Morin, c'est que ce n'est pas leur première tentative de ce genre. Il y a une plainte déposée par votre grand-mère maternelle il y a 7 ans, alléguant que vos parents ont tenté de transférer ses comptes de retraite à leur nom. La plainte a ensuite été retirée, mais la documentation existe. Ma grand-mère avait toujours été gentille mais quelque peu distante. Elle est décédée il y a 5 ans et mes parents se sont occupés de toutes ces affaires. Maintenant, je me demandais ce qui s'était vraiment passé entre eux. J'ai fondu en larmes dans le bureau de Maître Morin, le poids de la trahison m'écrasant la poitrine. Non seulement mes parents avaient tenté de voler ma maison, mais ils avaient un historique de manipulation financière. Comment avais-je pu être si aveugle? Je sais que c'est accablant, a dit Maître Morin doucement, me passant une boîte de mouchoirs, mais nous devons agir rapidement pour protéger vos biens. Premièrement, nous enverrons une lettre de mise en demeure formelle. Ensuite, nous demanderons une ordonnance d'éloignement temporaire pour les tenir à l'écart de votre propriété pendant que nous réglons cela. Alors que je signais les documents nécessaires, mon téléphone a vibré avec des textos de mon frère. Tu réagis de manière excessive. Les parents veulent juste t'aider à gérer la maison. La famille veille les uns sur les autres. Tu as toujours été égoïste. Papa dit que si tu impliques des avocats, tu n'es plus la bienvenue aux réunions de famille. J'ai montré les messages à Maître Morin, qui les a ajoutés à son dossier. Tactique de manipulation classique, a-t-elle observé. Ils essaient de vous faire sentir coupable de protéger votre propre propriété. Quand j'ai quitté le cabinet de l'avocat, Sophie m'attendait dehors pour me conduire chez un serrurier. Tu restes avec moi jusqu'à ce que tout soit réglé, a-t-elle insisté. Je ne leur fais pas confiance pour ne pas débarquer chez toi. Je ne peux pas m'imposer comme ça, ai-je protesté faiblement. Tu ne t'imposes pas. Tu acceptes l'aide de quelqu'un qui se soucie réellement de ton bien-être, pas de ce qu'il peut te prendre. Cette nuit-là, après avoir changé toutes mes serrures et mis en place des alertes de surveillance de crédit, j'ai reçu un appel de mon patron, Martin. Amélie, j'ai entendu dire que tu faisais face à une urgence familiale, a-t-il dit, l'inquiétude évidente dans sa voix. Comment le savez-vous, ai-je demandé, surprise. Votre père a appelé le bureau pour demander une attestation de votre emploi pour une sorte de consolidation financière familiale. Quand je lui ai dit que nous ne divulguons pas d'informations sur les employés sans consentement écrit, il est devenu assez agité. Est-ce que tout va bien? J'ai brièvement expliqué la situation, mortifié que mes drames familiaux aient atteint mon lieu de travail. Prends tout le temps personnel dont tu as besoin, a immédiatement offert Martin. Ton poste et ta promotion sont en sécurité, et j'alerterai la sécurité de ne pas autoriser les membres de ta famille à entrer dans le bâtiment. Après avoir raccroché, j'ai vérifié ma messagerie vocale et trouvé un message menaçant de mon père. Tu fais une grosse erreur, Amélie. Nous sommes ta famille. Nous avons des droits sur ce qui est à toi. Si tu te bats contre ça, tu le regretteras. J'ai fait écouter le message à Maître Morin par email, et elle a répondu que cela renforçait notre demande d'ordonnance d'éloignement. Malgré mon épuisement, le sommeil m'a fui cette nuit-là. Je suis resté éveillé dans la chambre d'amis de Sophie, rejouant toute ma relation avec mes parents, remettant en question chaque souvenir, chaque interaction. Leur amour avait-il toujours été conditionnel? Avais-je toujours été considéré comme une ressource plutôt que comme une fille? Cette pensée a déclenché une vague de chagrin si intense que je pouvais à peine respirer. À l'aube, j'avais pris une décision. Je ne me contenterai pas de me protéger légalement, mais je poursuivrai également toutes les options disponibles pour m'assurer que mes parents ne pourraient plus me victimiser, ni personne d'autre. Peu importe à quel point ce serait douloureux, je devais tenir bon. 2 jours après le dîner désastreux, je suis retourné à ma maison, accompagné d'un policier et d'un serrurier. Maître Morin m'avait conseillé de tout documenter et d'avoir des témoins officiels présents. Les nouvelles serrures avaient été installées, et j'étais là pour évaluer si quelque chose avait été pris pendant mon absence. En arrivant dans l'allée, j'ai été choqué de voir la voiture de mes parents et la camionnette de mon frère garée dans la rue. Mon estomac s'est noué. Ce sont les véhicules de mes parents, ai-je dit à l'agent Lambert. Ils ne devraient pas être ici. Restez dans votre voiture jusqu'à ce que j'aie vérifié la situation, a-t-il ordonné,
s'approchant de ma porte d'entrée. À travers mon pare-brise, je l'ai regardé frapper et s'identifier. La porte s'est ouverte pour révéler mon père, l'air indigné mais pas surpris. Après une brève conversation, l'agent Lambert m'a fait signe de les rejoindre. Remonter ma propre allée me semblait surréaliste, comme si j'approchais de la maison d'un étranger. Quand j'ai atteint le porche, j'ai pu voir, derrière mon père, ma mère et Romain en train de réorganiser mes meubles dans le salon. Ils avaient déplacé mon canapé sur le mur opposé et étaient en train de décrocher les œuvres d'art que j'avais soigneusement choisies. Mademoiselle Dubois vous a identifié comme des occupants non autorisés de sa résidence, a déclaré l'agent Lambert formellement. Pouvez-vous fournir des documents prouvant que vous avez le droit légal d'être dans cette propriété? Mon père a bombé le torse. Nous sommes ses parents. Cette maison est une propriété familiale. Votre nom figure-t-il sur l'acte de propriété ou le prêt immobilier, a demandé l'agent. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous sommes une famille, a insisté mon père. Nous avons contribué à sa réussite qui a payé pour cette maison. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le droit de la propriété, monsieur. À moins que votre nom ne figure sur les documents légaux, vous n'avez pas le droit d'entrer ou d'occuper cette résidence sans la permission du propriétaire. Ma mère s'est avancée, les larmes déjà aux yeux. Amélie, comment as-tu pu appeler la police pour ta famille? Nous t'avons élevé mieux que ça. J'ai retrouvé ma voix. Comment avez-vous pu essayer de voler ma maison? Vous m'avez élevé mieux que ça. Romain est sorti du couloir, portant une boîte de ce qui semblait être mes documents personnels. C'est ridicule. Nous aidons juste à organiser les choses. En prenant mes dossiers personnels, ai-je contesté. Repose ça, Romain. Mademoiselle Dubois, a interrompu l'agent Lambert. Voulez-vous que ces personnes soient expulsées de votre propriété? Oui, ai-je dit fermement, ignorant le hoquet de ma mère. Et je veux vérifier ce qu'ils ont pris. Ce qui a suivi a été l'une des expériences les plus inconfortables de ma vie. Sous la surveillance de la police, ma famille a été forcée de quitter ma maison. Mon père est devenu de plus en plus agité, proférant de vagues menaces sur la loyauté familiale et sur le fait que je regretterais cette trahison. Ma mère alternait entre les pleurs et une colère froide. Romain se contentait de me foudroyer du regard, marmonnant que mes vraies couleurs se montraient enfin. Après leur départ, j'ai découvert que plusieurs objets manquaient, la boîte à bijoux de ma grand-mère, mon acte de naissance et ma carte de sécurité sociale, des documents financiers, y compris d'anciennes déclarations de revenus, et, curieusement, plusieurs photos de famille encadrées. Une vérification rapide de mon bureau a révélé qu'ils avaient accédé à mon ordinateur, bien que je ne puisse pas dire immédiatement ce qu'ils avaient pu voir ou prendre. Je voudrais déposer une plainte pour les objets volés, ai-je dit à l'agent Lambert, qui a hoché la tête avec sympathie. Vous devriez également envisager une ordonnance d'éloignement, a-t-il conseillé. Les situations familiales peuvent rapidement dégénérer. Au cours des jours suivants, cette prédiction s'est avérée douloureusement exacte. J'ai reçu un barrage de textos accusateurs, non seulement de ma famille immédiate, mais aussi de tantes, d'oncles et de cousins qui avaient reçu une version déformée des événements. Comment as-tu pu mettre tes parents à la porte de ta maison, a écrit ma tante Caroline. Tes parents t'ont tout donné, et c'est comme ça que tu les rembourses, venait d'un oncle que je connaissais à peine. Mon père avait apparemment raconté à tout le monde qu'ils avaient investi de manière significative dans ma maison et que je volais maintenant un bien familial. Aucune mention de leur entrée non autorisée ou de leur tentative de fraude au prêt immobilier. Mes parents ont même créé des publications sur les réseaux sociaux se présentant comme les victimes d'une fille ingrate, taguant des amis communs et la famille élargie. L'humiliation publique était atroce, surtout lorsque d'anciens camarades de lycée et des parents éloignés ont commencé à commenter leur déception à mon égard. Sophie m'a aidé à rédiger une réponse simple et factuelle que j'ai envoyée en privé à ceux qui m'ont contacté. Je suis désolé que vous ayez reçu des informations incorrectes. Mes parents ont tenté de revendiquer la propriété de ma maison, que j'ai achetée de manière indépendante. C'est maintenant une affaire juridique et je n'en discuterai pas davantage. Certains ont immédiatement reculé, mais d'autres ont insisté sur le fait que les affaires de famille devaient rester privées et que je devais arranger les choses sans avocat. Peu semblaient se soucier des faits réels. Pendant ce temps, mon avocate a reçu une lettre recommandée d'un avocat que mes parents avaient engagé, affirmant qu'ils avaient un accord verbal selon lequel ma maison était une propriété d'investissement familial et exigeant une médiation. Maître Morin m'a assuré que leurs affirmations n'avaient aucun fondement juridique, mais le stress commençait à peser. Je ne pouvais pas dormir. Je mangeais à peine.
Aller au travail était devenu un exercice pour maintenir une façade professionnelle tout en m'effondrant à l'intérieur. Je sursautais à chaque notification de téléphone, redoutant une autre attaque de ma famille. Puis, un soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé l'ampoule de mon Porsche cassée et une note glissée dans le cadre de ma porte. La famille prend soin des siens. D'une manière ou d'une autre. La menace implicite m'a envoyé directement au bureau de Maître Morin le lendemain matin. Elle a immédiatement déposé une demande d'ordonnance d'éloignement d'urgence contre mes parents et mon frère. Cela dépasse les bornes, a-t-elle dit en examinant le rapport de police que j'avais déposé au sujet de la note. Leur comportement devient de plus en plus préoccupant. Bien que je reconnaisse la nécessité d'une protection juridique, une partie de moi hésitait encore à rompre complètement les liens avec ma famille. Malgré tout, c'étaient les gens qui m'avaient élevé, qui avaient assisté à mes remises de diplôme, qui figuraient dans les souvenirs de vacances et les photos d'enfance. Pouvais-je vraiment les exclure entièrement de ma vie? Je sais que c'est difficile, a dit Maître Morin doucement, lisant mon expression. Mais demandez-vous, si ce n'étaient pas vos parents, s'ils étaient des amis ou des collègues qui vous traitaient de cette façon, hésiteriez-vous à vous protéger? Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans ma maison nouvellement sécurisée, entouré de nouvelles caméras de sécurité et de détecteurs de mouvement, me sentant plus seul que jamais. Vers 3 heures du matin, j'ai finalement admis ce que j'avais évité. Les parents que je pensais avoir, imparfaits mais aimants, n'existaient pas. Les personnes qui ont essayé de voler ma maison me montraient qui elles étaient vraiment, peut-être qui elles avaient toujours été. Cette prise de conscience a apporté à la fois du chagrin et de la clarté. Je pouvais faire le deuil de la famille que je pensais avoir tout en me protégeant de la famille qui existait réellement. Le lendemain matin, j'ai contacté un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux et j'ai pris rendez-vous. Si je devais surmonter cette trahison, j'avais besoin d'un soutien professionnel. En partant pour le travail, mon application de surveillance de crédit a sonné avec une alerte. Quelqu'un avait tenté d'ouvrir une carte de crédit à mon nom. La demande avait été signalée parce que l'adresse indiquée était celle de la maison de mes parents. J'ai transféré l'alerte à Maître Morin, qui l'a ajoutée à notre dossier de preuves croissant. Le vol d'identité est un crime grave, a-t-elle noté. Cela renforce considérablement notre dossier. 2 jours plus tard, j'ai reçu un avis de notre date d'audience pour l'ordonnance d'éloignement. Maître Morin m'a préparé à ce qui m'attendait, m'avertissant que mes parents joueraient probablement le rôle de membres de la famille aimant et concernés, accusés à tort. La juge examinera les preuves, pas les émotions, m'a-t-elle assuré. Et nous avons des preuves substantielles de leur comportement inapproprié et potentiellement criminel. La nuit précédant l'audience, je pouvais à peine fonctionner à cause de l'anxiété. L'idée d'affronter ma famille au tribunal, de reconnaître publiquement leur trahison, me rendait physiquement malade. Mais sous l'anxiété se trouvait un sentiment croissant de détermination. Je n'avais rien fait de mal. J'avais travaillé dur pour tout ce que j'avais. Je méritais de protéger ce qui était à moi. Peu importe à quel point la confrontation serait douloureuse, je ne reculerais pas. Le palais de justice était intimidant, tout en colonnes de marbre et en couloirs résonnants. Je suis arrivé tôt avec Maître Morin, vêtu d'un tailleur bleu marine conservateur, mes mains tremblant légèrement alors que je serrais mon dossier de preuves. Souvenez-vous, a dit Maître Morin à voix basse pendant que nous attendions, tenez-vous au fait. Ne les laissez pas provoquer une réaction émotionnelle. Lorsque mes parents et mon frère sont entrés avec leur avocat, ils présentaient une image soigneusement conçue. Mon père, l'air distingué dans un costume qui avait connu des jours meilleurs, ma mère, fragile et les yeux larmoyants, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Romain se tenait protecteur à leur côté, jouant le rôle du fils solidaire. Ils ne m'ont pas adressé la parole, bien que les yeux de ma mère aient brièvement croisé les miens avant de se détourner. Leur avocat, Maître Jacques Weber, s'est approché de Maître Morin avec une proposition avant le début de l'audience. Mes clients sont prêts à laisser tomber tout ce malheureux malentendu si Mademoiselle Dubois accepte une thérapie familiale et permet à ses parents un accès raisonnable à la propriété qu'ils ont aidé à sécuriser. La réponse de Maître Morin fut glaciale. Vos clients ont tenté une fraude au prêt immobilier, une entrée non autorisée, le vol de documents personnels et une usurpation d'identité. Il n'y a pas de malentendu ici, et nous procédons avec la demande d'ordonnance d'éloignement. Lorsque notre affaire a été appelée, nous sommes entrés dans la salle d'audience. La juge Hélène Martin, une femme d'une 60aine d'années aux yeux perçants, a examiné notre requête en silence avant de lever les yeux. Je comprends qu'il s'agit d'un différend familial concernant la propriété d'un bien, a-t-elle commencé.
Madame la juge, a interrompu Maître Weber avec aisance, il s'agit simplement d'une rupture de communication entre des parents bien intentionnés et leur fille. La famille Dubois a toujours fonctionné comme une unité financière, avec des ressources partagées pour le bien commun. Maître Morin a présenté nos preuves méthodiquement. La déclaration de l'organisme de crédit sur la tentative d'accès non autorisé. Le rapport de police constatant la présence de mes parents chez moi. La documentation des objets volés, la note menaçante et la tentative d'usurpation d'identité. De plus, a-t-elle ajouté, nous avons découvert des incidents antérieurs où monsieur et madame Dubois ont tenté une appropriation financière similaire avec la grand-mère de mademoiselle Dubois. L'avocat de mes parents a objecté, affirmant que l'incident précédent n'était pas pertinent et avait été résolu en privé. Lorsque ce fut au tour de mes parents de répondre, ils ont offert une performance larmoyante qui était à la fois douloureuse et exaspérante à voir. Nous voulions seulement aider notre fille, a dit ma mère en s'épongeant les yeux. Elle a toujours été impulsive dans ses décisions financières. Nous essayons de protéger l'investissement familial. Quel investissement familial, a demandé la juge Martin sèchement. Avez-vous contribué financièrement à l'achat de cette maison? Pas directement, a admis mon père, mais nous l'avons élevée, éduquée, fait d'elle ce qu'elle est. Tout ce qu'elle est vient de nos sacrifices. L'expression de la juge est restée neutre, mais ces questions sont devenues de plus en plus spécifiques sur les transactions financières, les documents légaux et la chronologie des événements. À chaque réponse, l'histoire de mes parents s'effilochait davantage. Quand Romain a témoigné qu'il aidait simplement à organiser des papiers, la juge Martin lui a demandé directement ce qu'il en était de la boîte de documents qu'il transportait lorsque la police est arrivée. C'était des papiers de famille, a-t-il prétendu. Des déclarations de revenus avec seulement le nom et le numéro de sécurité sociale de mademoiselle Dubois sont des papiers de famille, a demandé la juge avec scepticisme. À la fin de l'audience, la juge Martin en avait assez entendu. Elle a accordé l'ordonnance d'éloignement temporaire, interdisant à mes parents et à mon frère de s'approcher à moins de 200 mètres de mon domicile ou de mon lieu de travail pour les 90 prochains jours. Sur la base des preuves présentées, a-t-elle déclaré, il semble y avoir un schéma préoccupant de tentatives de contrôle financier et d'activités potentiellement frauduleuses. Mademoiselle Dubois a le droit de protéger sa propriété légalement acquise. En quittant la salle d'audience, ma mère a crié, « Amélie, s'il te plaît, nous sommes ta famille. » J'ai continué à marcher, la main de Maître Morin me soutenant sur le coude. La victoire juridique aurait dû m'apporter un soulagement, mais au lieu de cela, elle a déclenché une nouvelle vague de guerre familiale. La nouvelle de l'ordonnance d'éloignement s'est répandue dans notre famille élargie comme une traînée de poudre, créant des lignes de bataille distinctes. La plupart des parents se sont rangés du côté de mes parents, considérant l'action en justice comme une trahison impardonnable de la loyauté familiale. Mais à ma grande surprise, la sœur de ma mère, ma tante Jessica, m'a contacté avec une perspective très différente. J'attends depuis des années que quelqu'un leur tienne tête, m'a-t-elle dit lorsque nous nous sommes rencontrés pour un café. Ils ont fait quelque chose de similaire à ta grand-mère, tu sais. Ils ont essayé de la convaincre qu'elle était incapable de gérer ses finances et ont failli prendre le contrôle de ses comptes. Je suis intervenu à l'époque et il me parle à peine depuis. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je demandé, stupéfaite par cette confirmation. M'aurais-tu cru, a-t-elle rétorqué doucement. Nous voulons croire le meilleur de nos parents. C'est comme ça qu'on survit à l'enfance. Le soutien de tante Jessica a été une bouée de sauvetage dans un environnement familial autrement hostile. Mais le comportement de mon frère est devenu de plus en plus préoccupant. Malgré l'ordonnance d'éloignement, il a commencé à passer régulièrement devant ma maison en voiture. Des voisins ont signalé avoir vu sa camionnette garée au bout de la rue à plusieurs reprises. Il ne s'est jamais approché directement de la maison, faisant attention de ne pas violer techniquement l'ordonnance, mais sa présence était néanmoins menaçante. Pendant ce temps, des notes anonymes sont apparues dans ma boîte aux lettres. La famille reste unie, le sang est plus épais que l'eau, et le plus troublant, tu ne pourras pas te cacher derrière des avocats éternellement. J'ai signalé chacune d'elles à la police, mais sans preuve directe de leur auteur, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Le stress a commencé à affecter mes performances au travail. Malgré la compréhension de Martin, je me suis surprise à commettre des erreurs inhabituelles, à manquer des détails dans les présentations aux clients, à oublier des appels importants. La promotion pour laquelle j'avais tant travaillé était compromise par la campagne acharnée de ma famille. Maître Morin a suggéré d'installer des mesures de sécurité supplémentaires. Vos parents et votre frère pourraient intensifier leurs actions parce que le système judiciaire ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient,
a-t-elle expliqué. Parfois, ce genre de comportement s'aggrave avant de s'améliorer. J'ai investi dans un système de sécurité complet avec des caméras couvrant toutes les approches de ma maison. J'ai changé mon numéro de téléphone et mon adresse email, créant des filtres spéciaux pour intercepter les messages des comptes connus de ma famille. J'ai même commencé à varier mes itinéraires pour aller au travail et à vérifier ma voiture avant de conduire. Des précautions qui semblaient excessives mais qui m'apportaient une certaine tranquillité d'esprit. 3 semaines après l'octroi de l'ordonnance d'éloignement, j'ai découvert que quelqu'un avait tenté d'accéder à mes comptes bancaires en ligne, déclenchant des protocoles de sécurité qui ont bloqué les comptes. L'adresse IP remontait au fournisseur d'accès Internet de mes parents. Maître Morin a ajouté cela à notre dossier croissant et a suggéré que nous engagions des poursuites judiciaires supplémentaires. Ils ne respectent pas l'esprit de l'ordonnance d'éloignement, même s'ils sont prudents sur la lettre de la loi, a-t-elle souligné. Nous devons montrer qu'il y a des conséquences sérieuses à ce comportement. La goutte d'eau a été lorsqu'un client a mentionné avoir reçu un email troublant à mon sujet, prétendument d'un membre de la famille inquiet, affirmant que j'étais mentalement instable et financièrement irresponsable. Des emails similaires avaient été envoyés à plusieurs clients et à Martin. Heureusement, Martin a reconnu que les allégations étaient sans fondement et m'a immédiatement alerté. Cela dépasse toutes les limites professionnelles et personnelles, a-t-il dit en me transférant l'email. Notre équipe juridique s'occupera de cela comme une diffamation contre un employé. Avec cette nouvelle preuve, Maître Morin a demandé une ordonnance d'éloignement permanente et a ajouté des plaintes pour diffamation, harcèlement et tentative de fraude continue. L'audience a été fixée à la semaine suivante. Cette fois, je suis entré dans la salle d'audience avec moins d'anxiété et plus de colère juste. Les actions de mes parents avaient dépassé une tentative mal avisée de contrôler mes biens. Ils essayaient maintenant activement de détruire ma réputation professionnelle et mes moyens de subsistance. La juge Martin s'est souvenue de notre cas et a examiné les nouvelles preuves avec une inquiétude visible. Ce schéma d'escalade est profondément troublant, a-t-elle noté. Ce qui a commencé comme un litige immobilier a évolué vers ce qui semble être une campagne coordonnée de harcèlement. Les dénégations indignées de mon père sont tombées à plat face aux preuves numériques liant les emails diffamatoires à l'ordinateur de mes parents. Les larmes de ma mère semblaient répétées plutôt que sincères. Même leur avocat paraissait mal à l'aise avec la tournure que l'affaire avait prise. Madame la juge, a interrompu mon père pendant la présentation de Maître Morin, tout cela est exagéré. Nous essayons juste d'aider notre fille, qui ne pense manifestement pas clairement. La juge Martin l'a fixé d'un regard sévère. Monsieur Dubois, je vous suggère de laisser votre avocat parler pour vous. Vos interventions n'aident pas votre cause. Quand ce fut au tour de Romain de témoigner sur sa présence répétée près de chez moi, son explication était à la fois fragile et révélatrice. Je vérifiais juste la propriété de ma sœur, pour m'assurer que tout allait bien. Malgré l'ordonnance d'éloignement vous interdisant de vous approcher à moins de 200 mètres de cette propriété, a demandé la juge. L'obligation familiale l'emporte sur les papiers du tribunal, a répondu Romain. Sa véritable perspective transparaissant enfin à travers la façade soignée. Ce n'est pas comme ça que la loi fonctionne, monsieur Dubois, a déclaré fermement la juge Martin. La juge a non seulement accordé l'ordonnance d'éloignement permanente, mais a également émis un avertissement sévère que toute violation future entraînerait des poursuites pénales. Le tribunal prend très au sérieux le harcèlement et la tentative de fraude, a-t-elle souligné. Les relations familiales n'exemptent personne des conséquences légales pour des actions préjudiciables. Alors que la décision était annoncée, Romain s'est soudainement levé. C'est n'importe quoi, a-t-il crié. Elle tourne le dos à sa famille. Elle nous doit tout. Maîtrisez votre client, a ordonné la juge Martin à leur avocat alors que les huissiers s'approchaient. Outrage à magistrat, a déclaré la juge alors que Romain continuait sa tirade. Monsieur Dubois passera la nuit au dépôt du tribunal pour réfléchir au comportement approprié dans une salle d'audience. Voir mon frère être emmené menotté aurait dû être une victoire. Au lieu de cela, cela m'a rempli d'une profonde tristesse. Comment en étions-nous arrivés là? La famille avec laquelle j'avais grandi était maintenant méconnaissable, transformée par la cupidité et le sentiment de droit en des personnes que je ne connaissais plus ou que je ne voulais plus connaître. Alors que Maître Morin et moi quittions le palais de justice, elle m'a doucement serré l'épaule. Ce n'est jamais facile quand la famille se retourne contre vous, a-t-elle dit. Mais vous avez géré cela avec une force remarquable. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais vidé, épuisé par des mois d'anxiété constante et de chagrin. La bataille juridique était peut-être gagnée,
mais la guerre émotionnelle était loin d'être terminée. 3 mois après l'émission de l'ordonnance d'éloignement définitive, je reconstruisais lentement ma vie. Les mesures de sécurité étaient devenues une routine. Les crises de panique étaient moins fréquentes. Mes performances au travail s'étaient stabilisées, et je commençais enfin à profiter des avantages de ma promotion. Puis est arrivé le message texte d'un numéro inconnu. Il faut qu'on parle. Café chez Sterling demain. Papa. Mon cœur s'est emballé alors que je transférais le message à Maître Morin, qui a confirmé que cela violait techniquement l'ordonnance d'éloignement, mais a conseillé de laisser passer à moins qu'il n'insiste. Parfois, il vaut mieux conserver son énergie émotionnelle, a-t-elle suggéré. Il teste peut-être les limites. Une semaine plus tard, une lettre officielle est arrivée de l'avocat de mes parents, proposant une réunion de réconciliation familiale dans un lieu neutre avec les 2 représentants légaux présents. Après en avoir discuté avec ma thérapeute, le docteur Lavoine, j'ai prudemment accepté. Vous avez fait un travail formidable pour traiter ce traumatisme, a-t-elle dit lors de notre séance. Les rencontrer depuis votre position de force pourrait vous apporter une conclusion, quel que soit le résultat. La réunion a été fixée dans un salon privé d'un restaurant local. Maître Morin m'accompagnait tandis que mes parents avaient amené leur nouvelle avocate, une femme nommée Patricia Wong, spécialisée en médiation familiale. Mes parents avaient l'air différents, plus petits, moins intimidants. Mon père avait perdu du poids, et les cheveux de ma mère montraient plus de gris que je ne m'en souvenais. Ils étaient assis, raides, de l'autre côté de la table, les mains jointes devant eux comme des écoliers pénitents. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, a commencé mon père formellement. Nous avons eu le temps de réfléchir à nos actions. Ce qui a suivi n'était pas tout à fait des excuses. Ils ont reconnu des malentendus et une mauvaise communication, mais se sont abstenus de prendre l'entière responsabilité de leur tentative de vol et du harcèlement qui a suivi. Nous ne voulions que le meilleur pour la famille, a insisté ma mère. Peut-être que nos méthodes étaient mal avisées. Mal avisées, ai-je répété, maintenant mon sang-froid avec effort. Vous avez essayé de voler ma maison, voler mes documents personnels, tenter une usurpation d'identité et essayer de nuire à ma réputation professionnelle. Ce ne sont pas des méthodes mal avisées. Ce sont des crimes. La mâchoire de mon père s'est crispée. Nous avons admis que nous avons fait des erreurs. Que veux-tu de plus? Une véritable responsabilité, ai-je répondu. La reconnaissance de ce que vous avez vraiment fait et pourquoi. Et l'assurance que cela ne se reproduira plus jamais, ni avec moi ni avec personne d'autre. Leur avocate a suggéré que nous nous concentrions sur l'avenir plutôt que de nous attarder sur les griefs passés. Maître Morin a rapidement rétorqué que la responsabilité était essentielle à toute réconciliation significative. Alors que la conversation tendue se poursuivait, il est devenu de plus en plus clair que mes parents voulaient que l'ordonnance d'éloignement soit levée et que l'accès à ma vie soit rétabli, mais sans vraiment reconnaître le mal qu'ils avaient causé. Ils présentaient leurs actions comme des tentatives incomprises d'aider plutôt que comme le comportement contrôlant et manipulateur qu'elles étaient réellement. Nous sommes tes parents, a dit ma mère en pleurant. La famille devrait pardonner. Le pardon exige l'honnêteté, ai-je répondu, et il ne signifie pas automatiquement la restauration de la confiance. Lorsque le sujet s'est tourné vers Romain, ils ont admis qu'il était toujours en colère, mais ont affirmé qu'il travaillait sur ses sentiments. Ils ont suggéré une thérapie familiale comme voie à suivre, avec nous 4 y assistant ensemble. J'ai examiné leurs propositions attentivement avant de répondre. Je suis ouverte à une communication continue sous certaines conditions, ai-je finalement dit. Premièrement, une reconnaissance complète de ce qui s'est réellement passé, pas d'euphémisme ou de minimisation. Deuxièmement, une thérapie individuelle pour chacun de vous avant toute séance de groupe. Et troisièmement, absolument aucune discussion sur mes finances ou ma propriété. Ces sujets sont définitivement interdits. Le visage de mon père s'est assombri. Alors c'est toi qui dictes les termes de notre relation maintenant? Je fixe des limites, les jeux corrigés. C'est à vous de décider si vous pouvez les respecter. La réunion s'est terminée sans résolution. Mes parents réfléchiraient à mes conditions, mais leur langage corporel et leur ton suggéraient qu'ils les trouvaient déraisonnables. Alors que Maître Morin et moi marchions vers nos voitures, elle a hoché la tête avec approbation. Vous avez été clair, ferme et juste. La balle est dans leur camp maintenant. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre de mes parents, non pas par l'intermédiaire de leur avocat, mais une note personnelle de l'écriture de ma mère. Elle ne contenait aucune excuse, seulement une déclaration selon laquelle si je ne pouvais pas pardonner et oublier sans condition,
alors il valait peut-être mieux que nous fassions une pause dans notre communication. La lettre se terminait par « Quand tu seras prête à faire à nouveau partie de cette famille sans tous ces obstacles juridiques, tu sais où nous trouver. » Le message était clair. Ils n'étaient pas disposés à reconnaître leurs actions ni à respecter mes limites. À leurs yeux, j'étais le problème. Étrangement, au lieu de me dévaster, la lettre m'a apporté clarté et un sentiment de paix. Je l'ai apporté à ma séance de thérapie suivante où le docteur Lavoine m'a aidé à comprendre ce que cela signifiait. Ils vous montrent qui ils sont, a-t-elle observé. Ils vous montrent que leur version de la famille exige votre conformité et l'abandon de vos limites. Et maintenant, ai-je demandé. Ce sont toujours mes parents. Maintenant, vous décidez quel genre de relation est saine pour vous, si tant est qu'il y en ait une. La famille peut être une question de biologie ou de respect et de soutien mutuel. Parfois, ces deux aspects se chevauchent, et parfois non. Au cours des semaines suivantes, j'ai pris la décision consciente de me concentrer sur la reconstruction de ma vie plutôt que de réparer une dynamique familiale que les autres parties n'avaient aucun intérêt à changer. Je suis retourné au travail avec une concentration et une énergie renouvelées. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant la crise. J'ai même rejoint un groupe de soutien pour adultes confrontés à une rupture familiale où j'ai trouvé compréhension et validation auprès d'autres personnes ayant des expériences similaires. Ma maison, autrefois une source de fierté devenue entachée par la trahison de ma famille, avait besoin d'être reconquise. J'ai engagé des entrepreneurs pour rénover la cuisine, un projet que j'avais longtemps prévu mais jamais commencé. J'ai repeint les murs, réarrangé les meubles et remplacé les œuvres d'art que mes parents avaient essayé d'enlever par de nouvelles pièces qui me parlaient. Chaque changement a contribué à effacer le souvenir de les avoir trouvés dans mon espace, tentant de le revendiquer comme le leur. Pour plus de sécurité et de tranquillité d'esprit, j'ai installé un système domotique complet qui m'alertait de toute activité autour de ma propriété. La peur constante de trouver des notes menaçantes ou de voir la camionnette de mon frère s'est progressivement estompée au fil des semaines sans incident. 6 mois après la dernière audience au tribunal, j'ai reçu une promotion inattendue au travail. Martin m'a appelé dans son bureau pour m'annoncer la nouvelle personnellement. La façon dont vous vous êtes comporté pendant cette crise familiale a impressionné tout le monde à la direction, a-t-il dit. Vous avez fait preuve d'un professionnalisme et d'une résilience remarquables sous un stress extrême. Ce sont exactement les qualités dont nous avons besoin pour notre nouvelle directrice des services à la clientèle. L'ironie ne m'a pas échappé. La crise même que ma famille avait créée avait finalement fait avancer la carrière qu'ils avaient essayé de diminuer. En tentant de me contrôler, ils m'avaient involontairement poussé vers une plus grande indépendance et un plus grand succès. À l'approche de la période des fêtes, traditionnellement une période difficile pour ceux qui sont éloignés de leur famille, Sophie et plusieurs autres amis m'ont invité à me joindre à leur célébration. La famille choisie est toujours une famille, a insisté Sophie. Parfois, c'est la version la plus saine. Le premier Noël sans mes parents et mon frère m'a semblé étrange, mais pas aussi douloureux que je l'avais craint. Entouré d'amis qui me soutenaient sincèrement et respectaient mes limites, je me suis retrouvé à profiter des fêtes d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Il n'y avait pas de marche sur des œufs, pas de critiques subtiles sur mes choix de vie, pas de tension sous les amabilités de surface. Début décembre, j'ai croisé mon frère à la supérette. Notre première rencontre depuis le tribunal. Il m'a vu le premier, son visage marquant la surprise avant de se durcir en une grimace. Je me suis préparé à la confrontation, mais au lieu de cela, il a simplement fait demi-tour avec son chariot et est parti dans la direction opposée. Sa retraite plutôt que son agression a confirmé que quelque chose de fondamental avait changé dans notre dynamique familiale. Plus tard ce mois-là, j'ai reçu des cartes de vœux de plusieurs membres de la famille élargie qui s'étaient initialement rangés du côté de mes parents. Les messages étaient prudents mais amicaux, suggérant que peut-être le vent de l'opinion familiale tournait à mesure que de plus en plus de parents reconnaissaient la vérité de la situation. Tante Jessica m'a invité à sa soirée du Nouvel An, mentionnant doucement que mes parents n'y assisteraient pas, ils ont brûlé trop de ponts, a-t-elle expliqué. Il n'y a pas que toi qu'ils ont aliéné. Au début de la nouvelle année, j'ai réalisé que j'avais franchi un seuil invisible. L'anxiété constante à propos de ma famille avait été remplacée par une tristesse occasionnelle, mais aussi par un profond sentiment de liberté. Je ne me sentais plus obligé de gagner leur approbation ou de répondre à leurs attentes. Je pouvais simplement être moi-même, réussissant ou luttant, parfaite ou imparfaite, sans crainte de manipulation ou d'amour conditionnel. Un soir, en triant de vieilles photographies, je me suis surprise à pouvoir regarder des photos de famille sans la douleur immédiate qui les accompagnait auparavant.
Je pouvais reconnaître les bons souvenirs tout en reconnaissant les schémas malsains qui avaient toujours existé sous la surface. C'est comme faire le deuil de quelqu'un qui est encore en vie, ai-je expliqué au docteur Lavoine. Je fais le deuil des parents que je pensais avoir tout en acceptant la réalité de qui ils sont vraiment. C'est une distinction importante, a-t-elle convenu. Et cela vous permet d'honorer vos expériences, positives et négatives, sans nier ni l'une ni l'autre. Au printemps, j'avais recommencé à sortir, prudemment, permettant à quelqu'un de nouveau d'entrer dans ma vie. Julien, un architecte paysagiste que j'ai rencontré par un ami commun, a écouté attentivement quand j'ai finalement partagé mon histoire familiale. Contrairement aux relations précédentes où j'avais minimisé le comportement contrôlant de mes parents, j'étais maintenant honnête sur la rupture et mes limites. La famille, c'est compliqué, a-t-il dit simplement. J'admire la façon dont tu as géré ça. Son respect pour mon expérience sans jugement ni conseils inconfortables sur la réconciliation était d'un soutien rafraîchissant. Pour la première fois, j'ai senti que je pouvais construire une relation basée sur l'honnêteté plutôt que de présenter une version soigneusement éditée de ma vie et de ma famille. À l'approche du premier anniversaire de la confrontation initiale, je me suis retrouvé à réfléchir aux profonds changements que l'année avait apportés. J'avais perdu ma famille biologique, mais j'avais gagné en clarté, en force et en relations authentiques. J'avais reconquis non seulement ma maison, mais aussi mon autonomie et mon estime de moi. La dernière étape de mon parcours s'est présentée sous la forme d'une lettre que j'ai écrite mais jamais envoyée. Une lettre à mes parents exprimant tout ce que j'avais compris de notre relation. Je ne l'ai pas écrite pour eux mais pour moi-même, pour articuler les leçons que j'avais apprises et les limites que je maintiendrai à l'avenir. Je comprends maintenant que la vraie famille soutient votre croissance plutôt que de la contrôler, ai-je écrit. La vraie famille respecte les limites plutôt que de les violer. La vraie famille célèbre votre succès plutôt que de s'en sentir menacé. Je méritais mieux que ce que vous m'avez offert, et je l'ai trouvé ailleurs. Après avoir terminé la lettre, je l'ai lue à haute voix, sentant la vérité de chaque mot résonner en moi. Puis je l'ai placée dans une boîte avec de vieilles photos de famille et des souvenirs, non pas pour oublier, mais pour reconnaître ce chapitre de ma vie tout en continuant à en écrire de nouveaux. J'avais survécu à la trahison de ma famille et j'en étais sorti plus forte, plus sage et plus authentique. Les clés de la maison qu'ils avaient exigées ce dimanche soir étaient devenues le symbole d'une vérité plus grande. Je détenais les clés de ma propre vie, et je ne les remettrai plus jamais à quiconque ne respecterait pas mon droit de les utiliser comme je l'entendais. Un an après ce dîner fatidique du dimanche, j'ai organisé une pendaison de crémaillère pour célébrer la rénovation complète de ma maison. La cuisine présentait maintenant le concept ouvert que mon frère avait ironiquement imaginé, mais conçu selon mes spécifications avec des comptoirs en quartz étincelant et des armoires sur mesure. Le salon avait été repeint en vert sauge apaisant, et de nouveaux parquets couraient sur tout le rez-de-chaussée. Chaque changement représentait un choix conscient de reconquérir mon espace et de le transformer d'un lieu de traumatisme en un sanctuaire. Sophie est arrivée tôt pour aider aux derniers préparatifs, apportant un ornement en forme de maison gravée Le Havre d'Amélie. Ça fait officiellement 1 an, a-t-elle dit en accrochant l'ornement à un ficus en pot près de l'entrée. Comment te sens-tu? Plus légère, ai-je répondu après avoir réfléchi à la question. Comme si j'avais déposé quelque chose de lourd que je ne réalisais pas que je portais toute ma vie. La réunion comprenait des collègues, des amis de mon groupe de soutien, ma tante Jessica et même Maître Morin, qui était devenue plus que mon avocate. La maison s'est remplie de conversations et de rires, un contraste frappant avec les rassemblements familiaux tendus de mon passé. Mon chemin vers la guérison n'avait pas été linéaire. Il y avait encore des jours où le chagrin me prenait en embuscade, généralement déclenché par de petites choses, trouver une vieille carte d'anniversaire signée avec tout notre amour, maman et papa, entendre une chanson qui me rappelait les voyages en voiture de mon enfance, ou simplement passer en voiture près de leur quartier. Mais ces moments ne me faisaient plus complètement dérailler. J'avais développé des outils pour reconnaître la douleur sans être consumé par elle. Le docteur Lavoine m'avait aidé à établir des limites saines dans tous les domaines de ma vie. J'ai appris à reconnaître les signes avant-coureurs dans les relations, personnelles et professionnelles, et à aborder les préoccupations directement plutôt que de m'accommoder de comportements qui me mettaient mal à l'aise. Les personnes qui valaient la peine d'être gardées dans ma vie respectaient ces limites. Celles qui ne le faisaient pas se sont naturellement éliminées d'elles-mêmes. Ma promotion au poste de directrice des services à la clientèle s'est accompagnée de nouvelles responsabilités qui m'ont stimulé et dynamisé. Je me suis retrouvé à encadrer de jeunes collègues, en particulier ceux qui luttaient avec l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou les pressions familiales.
Mon expérience m'avait donné une perspective et une empathie qui ont fait de moi une leader plus efficace. Tu m'as aidé à tenir tête à mes parents au sujet de mes choix de carrière, m'a dit Émilie, une consultante junior, lors d'une séance de mentorat. Voir comment tu as prospéré malgré les conflits familiaux me donne de l'espoir. Bien que je n'ai jamais partagé les détails spécifiques de ma situation familiale au travail, les grandes lignes de mon histoire s'étaient répandues et plusieurs collègues m'ont confié des expériences similaires. Ce qui semblait autrefois un secret honteux est devenu une source de connexion et de soutien mutuel. Le groupe de soutien communautaire que j'ai rejoint m'a finalement demandé de co-animer les réunions. 2 fois par mois, je m'asseyais en cercle avec d'autres personnes naviguant dans la rupture familiale, partageant des stratégies pour les vacances, la gestion des connaissances communes et le traitement des émotions complexes qui accompagnent la fixation de limites avec les parents ou les frères et sœurs. La rupture familiale n'est pas un échec, rappelais-je souvent au groupe. C'est parfois le choix le plus sain disponible lorsque la réconciliation nécessite de sacrifier son bien-être ou son identité. 3 mois après ma pendaison de crémaillère, j'ai rencontré mon frère de manière inattendue au magasin de bricolage. Nos regards se sont croisés au rayon des peintures et son visage s'est immédiatement durci. Au lieu de m'éviter comme il l'avait fait précédemment, il s'est approché avec une hostilité à peine contenue. « Maman a été malade », a-t-il dit sans me saluer. « Pas que ça t'intéresse. » L'accusation m'a piqué, mais j'ai gardé mon calme. Je suis désolé de l'apprendre. J'espère qu'elle reçoit de bons soins. Maintenant tu t'inquiètes. Après avoir déchiré la famille, sa voix s'est élevée, attirant l'attention des clients voisins. Romain, ce n'est pas l'endroit pour cette conversation, ai-je dit doucement. Il n'y a pas d'endroit pour ça parce que tu as choisi les avocats plutôt que la famille, a-t-il lâché avant de s'éloigner, laissant son panier abandonné à côté des nuanciers de peinture. La rencontre m'a laissé secouer, mais a également confirmé que j'avais pris la bonne décision. La colère de Romain restait inchangée, ne montrant aucune reconnaissance du mal que mes parents avaient tenté de causer. Dans son récit, je restais la méchante pour m'être protégée. Par l'intermédiaire de ma tante Jessica, j'avais occasionnellement des nouvelles de mes parents. Leurs problèmes financiers s'étaient apparemment aggravés. Ils avaient été contraints de renégocier à nouveau leur prêt immobilier et envisageaient de déménager dans plus petit. Mon père avait pris un emploi à temps partiel à la retraite, et ma mère se plaignait fréquemment de leur situation à quiconque voulait bien l'écouter. Ils te blâment toujours, a rapporté Jessica franchement. Dans leur version, tu leur es redevable de t'avoir élevé, et ton succès devrait être leur plan de retraite. Plutôt que de la satisfaction face à leurs difficultés, j'ai ressenti un mélange complexe de tristesse et de soulagement. Triste pour la relation que nous aurions pu avoir dans d'autres circonstances, mais soulagé que leurs problèmes financiers ne soient plus les miens à résoudre. Ma propre relation avec l'argent s'était transformée. Travailler avec un thérapeute financier aux côtés du docteur Lavoine m'a aidé à reconnaître les schémas malsains que j'avais absorbés de ma famille, assimiler l'argent à la valeur, voir le succès financier comme quelque chose à cacher ou à excuser, et me sentir coupable de fixer des limites en matière de prêts et de dons. L'argent n'est qu'un outil, a souligné mon thérapeute financier. Ce n'est pas une mesure de votre valeur en tant que personne, et ce n'est pas quelque chose que vous devez aux autres simplement parce qu'ils le veulent. Cette perspective m'a permis d'être plus intentionnel avec mes finances. J'ai établi un plan de dons structuré, soutenant des causes auxquelles je croyais plutôt que de répondre à une manipulation émotionnelle. J'ai créé des directives claires sur quand et comment j'aiderais des amis dans le besoin, m'assurant que ma générosité venait d'un choix plutôt que d'une obligation ou d'une culpabilité. Le développement peut-être le plus significatif de mon parcours de guérison a été ma relation grandissante avec Julien. Contrairement aux partenaires précédents qui trouvaient ma situation familiale trop compliquée ou me poussaient à me réconcilier au nom de l'harmonie, Julien respectait mes limites sans poser de questions. « Ton expérience familiale fait partie de toi », a-t-il dit lors d'une conversation profonde sur nos parcours respectifs, mais elle ne te définit pas. Tu as construit quelque chose de beau à partir d'une situation difficile. Sa propre famille était très unie mais respectueuse de l'autonomie des enfants adultes, une dynamique si différente de mon expérience qu'elle m'a d'abord semblé étrangère. La première fois que j'ai assisté à une réunion de famille avec eux, je me suis préparé à une tension sous-jacente ou à des commentaires passifs-agressifs qui ne sont jamais venus. Au lieu de cela, j'ai été témoin d'une affection sincère et de désaccords sains. Des membres de la famille qui pouvaient avoir des opinions différentes tout en se respectant mutuellement. « Est-ce que ta famille est toujours comme ça ?» ai-je demandé à Julien après. « Comme quoi ?»« Si normal, fonctionnel. Personne n'a essayé de manipuler qui que ce soit, ni n'est parti en claquant la porte,
ni n'a fait de commentaires énigmatiques sur la déception. Il a ri avant de réaliser que j'étais sérieuse. C'est comme ça que la famille devrait être, Amélie. Soutenir sans être envahissante. Aimer sans condition. Au fur et à mesure que notre relation s'approfondissait, je me suis surprise à pouvoir envisager un avenir qui incluait la construction de ma propre famille, quelque chose que j'avais auparavant craint de voir reproduire les schémas toxiques dans lesquels j'avais grandi. Grâce à la thérapie et à l'introspection, j'en suis venu à comprendre que la prise de conscience était ma plus grande protection contre la répétition de l'histoire. Je pouvais choisir un chemin différent. À l'anniversaire de la réception de l'ordonnance d'éloignement permanente, j'ai écrit une lettre à moi-même reconnaissant ma croissance et ma résilience. Il ne s'agissait pas de célébrer la victoire juridique, mais de reconnaître la force intérieure qui m'avait porté à travers la période la plus sombre de ma vie. Tu as survécu à l'inimaginable, ai-je écrit. Tu as protégé ce qui était à toi. Pas seulement ta propriété, mais ta dignité, ton indépendance, ton droit à l'autodétermination. Tu as découvert que la famille n'est pas définie par l'ADN, mais par le respect, le soutien et une considération positive inconditionnelle. Tu as appris que le pardon ne nécessite pas la réconciliation, et que les limites ne sont pas égoïstes, mais nécessaires pour des relations saines. Plus important encore, tu as trouvé ta voie et le courage de l'utiliser. Cette lettre, contrairement à celle que j'avais écrite à mes parents, je l'ai gardée dans le tiroir de ma table de chevet pour la lire chaque fois que des doutes s'insinuaient ou qu'une culpabilité persistante menaçait ma paix. Le vrai sens de la propriété est devenu plus clair pour moi à travers ce parcours. Posséder un bien était important, mais posséder ma vie, mes choix, mes valeurs, mon droit de déterminer qui avait accès à mon cœur et à mon foyer était la véritable réussite. Mes parents avaient tenté de revendiquer la propriété de tout ce que j'avais construit, mais ce faisant, ils m'avaient forcé à reconnaître mon autorité ultime sur ma propre existence. La question du pardon revenait fréquemment dans les discussions en thérapie et en groupe de soutien. Beaucoup de gens supposaient que le pardon était nécessaire pour la guérison, mais mon expérience suggérait quelque chose de plus nuancé. J'étais arrivé à un point d'acceptation des limites de mes parents et de la réalité de notre relation. Je ne portais plus de colère active ou de ressentiment qui empoisonnait ma vie quotidienne. Mais le pardon traditionnel, celui qui restaurait la confiance et la relation, semblait inapproprié sans reconnaissance ou changement de la part de mes parents. Peut-être y a-t-il une différence entre le pardon et la réconciliation, a suggéré le docteur Lavoine. Vous pouvez vous libérer du fardeau de la colère sans reprendre une relation qui a causé du tort. Cette distinction m'a apporté la paix. Je pouvais souhaiter du bien à mes parents à distance, espérer leur croissance et leur guérison sans me soumettre à de nouvelles tentatives de contrôle ou de manipulation. Je pouvais reconnaître le bien qu'ils m'avaient apporté dans mon enfance sans l'utiliser pour justifier ou excuser le mal qu'ils avaient tenté de faire à l'âge adulte. Construire une vie sur des fondations authentiques est devenu mon objectif principal. Chaque relation, chaque engagement, chaque but devait s'aligner sur mes valeurs fondamentales plutôt que sur des attentes externes ou la peur de la désapprobation. Cette clarté m'a apporté une confiance dans des décisions qui, auparavant, auraient provoqué de l'anxiété quant aux réactions des autres. Alors que les saisons changeaient et qu'une autre année commençait, je me suis surprise à réfléchir au paradoxe de la trahison de ma famille. En essayant de prendre ce qui était à moi, il m'avait involontairement donné quelque chose de précieux, le courage de définir la famille selon mes propres termes et de construire des liens basés sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Pendant un moment de calme à la maison, entouré de l'espace que j'avais reconquis et transformé, j'ai réfléchi à la manière de partager ce parcours avec d'autres personnes qui pourraient être aux prises avec des dynamiques familiales similaires. Le groupe de soutien était une voie, mais peut-être y avait-il d'autres moyens de transformer mon expérience en quelque chose qui pourrait aider les autres. Que signifie vraiment la famille? Est-elle définie par le sang et les liens juridiques ou par la qualité de la connexion et du respect entre les individus? Comment honorons-nous nos besoins d'appartenance et d'autonomie? Ces questions n'avaient pas de réponse simple, mais les explorer m'avait conduite à une vie plus authentique que je ne l'avais jamais imaginé possible. En me préparant à partager cette histoire avec vous, je m'interroge sur vos expériences avec les limites familiales et la trahison.